Chers amis de TV Liberté, bonjour. Nous avons la joie de recevoir ce matin Pascal Esseric. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes le préfacier d'une nouvelle édition de Contre-Attaque, suivie du discours de la décadence de notre célèbre Jean Cau. Avec une postface d'Alain de Benoît, et c'est aux éditions La Nouvelle Librairie. J'ai connu Jean Cau, je l'ai interrogé dans une première partie de ma vie quand j'étais à Radio Courtoisie, et j'ai eu la joie de l'interroger donc plusieurs fois, et j'en ai toujours gardé un souvenir absolument magique, celui d'un esthète. Son appartement était plein de sculptures de la Renaissance, des tableaux exquis. Enfin, on est quelqu'un de très très raffiné, et en même temps c'était une volonté en marche. Nous allons en parler. Vous avez préfacé donc cet ouvrage Contre-Attaque. Pouvez-vous nous en dire plus peut-être sur le reste de son œuvre, puisque après on va parler de Contre-Attaque, notamment le meurtre d'un enfant. Bien sûr. Alors le reste de son œuvre, il y a plusieurs continents chez Jean Cau. Il y a le continent de l'enfance, oui, et qui est l'enfance Abraham, voilà, entre Castelnaudary et Carcassonne. Dans l'Aude, c'est le pays de l'Oraguet. C'est des parents. Tout à fait. Étienne et Rosalie. Étienne et Rosalie. Paysans, je crois. Oui, oui. Pas paysans. Ouvrier agricole, journalier. Journalier, ce qui est encore plus. Voilà, exactement. C'était une famille très pauvre. Oui, oui, oui. Donc Étienne était journalier. Donc il louait en fait ses services chez les paysans. Et Rosalie était femme de ménage. Ses grands-parents ne parlaient pas français, ils parlaient occitan. C'est Monsieur Castel, le maître d'école, qui découvre le talent incroyable de cet enfant. On a, dans la préface, je reprends quelques mots de ce Monsieur Castel, l'instituteur, oui, qui préconise pour l'enfant Jean Cau beaucoup d'attention, de la liberté, une bibliothèque ouverte après les cours, puisque Jean Cau partira de Bram jusqu'à Carcassonne, oui, pour suivre ses études, faire du latin, au point que ses parents pensaient qu'il voulait devenir curé, et arrivé à Carcassonne, il va avoir une scolarité éblouissante, et comme boursier, il partira à Louis-le-Grand, ouais, la Mecque, en 46, voilà. Mais après, c'est une autre histoire. C'est la rencontre avec Sartre, etc. Mais on est là au cœur de son enfance, qui explique beaucoup. Son œuvre. Enfin, pour moi, qui explique beaucoup de choses. Qui explique l'amour de la tauromachie, qui explique, oui, son revirement de gauche à droite, et aussi sa fidélité, mais même tout à l'heure vous parliez de sa posture, se tenir droit, oui, c'est très paysan ça. Oui, exactement. Donc son enfance, ça explique beaucoup de choses. D'ailleurs, et son esprit anti-bourgeois, puisqu'il appartenait à une classe qui ne l'était pas vraiment. Exactement. Et d'ailleurs, une partie j'allais dire le meilleur de son œuvre. En tout cas, une partie de son œuvre qui est vraiment à redécouvrir, c'est tout ce qu'il a écrit sur son enfance, oui, les culottes courtes, oui, Nouvelles de France, oui, c'est Meurtre d'un enfant. Oui. C'est toute cette partie-là. En fait, c'est la première partie en réalité, c'est 1960-65. Voilà, puisque le meurtre d'un enfant, donc, pour revenir au meurtre, oui, d'un enfant, c'est ce grand livre qui actera finalement la rupture avec la gauche, puisque en réalité, Jean Cau se souvient de son enfance et se souvient du jour où
il a vu débouler les tanks, il a vu débouler quand il était gamin les tanks allemands en 40, et il écrit combien il avait été meurtri, chagriné, plus que chagriné, meurtri au plus profond. Mais en même temps, il a cette phrase qu'on lui reprochera beaucoup, mais parce que vous connaissez le principe des médias, on prend juste les 3 lignes qui permettent d'incriminer sans rappeler le contexte. Quel jeune enfant, je cite de mémoire, n'a pas rêvé d'être ce jeune tankiste allemand en 40, beurrant ses tartines avec son poignard. Étalait son poignard du beurre sur une tranche de pain. Voilà, exactement. Quel adolescent de ma génération n'a pas rêvé d'un rêve bref et honteux d'être ce jeune SS de 20 ans qui, adossé à son tank, étalait avec son poignard du beurre sur une tranche de pain. Ouais. Jean Mabir dit la même chose. Exactement. Jean Mabir dira la même chose, ouais. Dominique Vénère aussi. Alors oui, mais pour Janco, c'est... pour Janco, c'est une meurtrissure. Pour les trois, pour les trois d'ailleurs. Pour les trois. Et donc, bien sûr, oui, pour les trois. Pour tous les jeunes gens de l'époque, de cette génération-là. Voir un peuple vaincu de façon aussi rapide et aussi misérable. Voilà. Et c'est ce livre-là, Le meurtre d'un enfant, paru chez Gallimard. 4 ans après, il faut se souvenir. C'est Gallimard. Chez Gallimard, bien sûr. Déjà, oui. 3 ans auparavant, en 61, il obtient le prix Goncourt, chez Gallimard toujours, pour La Pitié de Dieu. Ah oui. Donc il faut se remettre dans le contexte. Et La Pitié de Dieu, reparlez-nous de La Pitié de Dieu. Alors, La Pitié de Dieu, on est là encore dans le Janco qui est profond, qui est dans le Janco sartrien. Oui. Il va mettre assez longtemps, en fait, à se dégager de Sartre. Il aura des pages magnifiques, des pages magnifiques sur Sartre, dans Croquis de mémoire. Il dit je lui dois rien, mais je lui dois tout. Il aurait pu faire carrière en révélant quelques secrets, etc. Il ne l'a jamais fait. Il a fait paraître dans Croquis de mémoire, à mon sens, le plus beau portrait qu'on ait pu jamais écrire sur Sartre. Et il faut savoir que, bien évidemment, quand il a rompu avec Sartre, toute l'intelligentsia française s'est vraiment liguée contre lui. Hein. C'est pas moi qui le dis, c'est Pierre Bénichou. Avoir quitté le pape, c'était un crime de lèse-majesté. C'est impossible, ça, oui. C'était courageux, oui. C'était très courageux. Et une vingtaine d'années plus tard, 30 ans plus tard, Claude Lanzmann, qui était le patron des temps modernes, oui. est tombé sur ce livre, Croquis de mémoire, et sur le portrait. Et il a tellement été ému par le portrait de Janco qu'il l'a fait paraître dans les temps. Il a d'abord téléphoné à Janco pour renouer une amitié, puisque les deux avaient été coturnes au même en 46 à Louis le Grand. Et donc ils ont repris un petit peu le fil d'une amitié rompue à cause du fait que que Janco rompt avec l'intelligentsia du moment. Mais dès cette enfance, en fait, son esprit est parfaitement formé. Il écrira... Enfin, si j'en reviens souvent à l'enfance, c'est parce qu'elle contient tout entier le caractère et son métal encore pur d'alliage. Je savais déjà qu'il fallait vouloir et que ni l'intelligence ni les idées ne menaient le monde. À l'occasion, non point rare, elle l'égare et le ronge. Mais la volonté de celle-ci, je ne dis pas que j'étais surabondamment et exceptionnellement pourvue, mais je savais, de certitude brute, de flair, de toucher, de peau, d'odeur. Si j'ose dire en usant de mots dont je regrette qu'on ait perdu le maniement simple, d'instinct, de nature, comme une bête, je savais. Et me cabrait devant de tels abîmes, flairant le vide comme un cheval, même aveuglé, brusquement bronche.
C'était de l'ordre de la répugnance. Je sentais quelque chose se dérober sous moi, un pas de plus et l'enlisement hideux dans des sables voraces. L'effacement, la décomposition de tout ce que j'étais. Oui, c'est tout l'art de Jean Cau. Hein, la volonté. Oui, exactement. Et la fin du paragraphe qui est fabuleux. Donc il discute avec quelqu'un et voilà ma chance. On est et on ne devient pas grâce à des raisons, mais par quelque folle innocence d'un rêve. Pas mou, mais ici la nuance dure. Parfois étroit, qui vous colle aux tempes, 2 œillères pour que votre regard ne soit pas distrait, mais toujours accroché au fanal qui brille là-bas au bout du chemin. Et vous êtes en vérité celui qui marche vers une torche qu'il tient au bout de son bras tendu. C'est fabuleux comme phrase. Oui, tout à fait. Oui, c'est très grec d'ailleurs, on a l'impression que c'est... C'est très... Oui, grec, on est là au cœur de son art, c'est-à-dire que c'est les jeux de l'enfance, c'est les jeux de la chevalerie, c'est les jeux de... il avait une phrase... l'âge adulte, c'est de l'enfance pourrie. C'est quand même très fort. C'est très fort, ouais. oui. C'est pourquoi ? Parce que les jeux de chevalerie, tous ces jeux-là, c'était ce dont il voulait se souvenir. Et c'est à cause de ça, d'ailleurs, c'est vraiment cette raison précise. On s'interroge souvent sur le fait, mais pourquoi a-t-il rompu avec la gauche ? Pourquoi a-t-il, avec la gauche existentialiste, pourquoi a-t-il rompu avec Sartre ? Eh bien, il l'explique très bien, c'est que petit à petit, il était le seul vrai prolétaire de la bande. Oui, les autres étaient des intellos, purs, mais aussi des fils de bourgeois. De Parisiens, oui. De fils de bourgeois, et en les entendant cracher sur leurs parents, cracher sur leur enfance, en fait, ça a été un poison. C'est-à-dire qu'au départ, il n'a rien dit et il a poursuivi cette aventure dans les membres des sections d'assaut de la gauche, comme il disait. Et petit à petit, le poison s'est instillé. Comment ces gens-là peuvent cracher sur leurs parents ? C'est ce qu'il a C'est le crime absolu. Le crime absolu pour Jean Cau. Et sur leur enfance. Et c'est ça, en fait. Et c'est pour cette raison-là, précisément, qu'il a rompu avec la gauche. Parce que c'est pas le rapport Khrouchtchev, il était au courant du rapport Khrouchtchev, des crimes contre Staline, etc. Mais c'est de voir toute cette assemblée de bourgeois, essayer de trouver un père de substitution dans, et il l'écrit, dans la classe ouvrière, dans les immigrés, etc. Il n'a pas pu le supporter. On ne crache pas sur sa lignée, ses parents, son enfance. Et sa terre. Et sa terre. Voilà. Et sa terre. Finalement, ce sont des gens très sains. Oui, et c'est une réaction saine. C'est d'ailleurs pour ça qu'on veut éliminer la paysannerie, parce que vraiment, c'est quand même une classe sociale qui pense mal. Qui pense toujours mal, c'est vrai, vous avez raison. Dans tous les régimes, que ce soit soviétique ou démocratie avancée comme chez nous. Et alors, on en vient à ce texte Contre-attaque, qui est d'une férocité et qui est un pamphlet qui, moi, me réjouit beaucoup parce que j'aime bien les pamphlets. Et il nous décrit l'état de la France. Et ce qui est étonnant, c'est que ce texte a été écrit quand Eh bien, il le fait... 30, 40 ans En 89, en réalité. 89, donc ça fait 30 ans. Ouais. Et voilà où nous en sommes. Une France minuscule, broyée dans l'océan démographique de la planète, le tiers-monde dans nos murs, le feu atomique au-dessus de nos têtes, qui nous anéantirait en un éclair, et dans ce tout tragique que nous vivons, puisque les arsenaux de l'atome renferment de quoi faire sauter 30 fois la planète, l'absence de toute tragédie. Oui, si tout est tragique, rien ne l'est plus. Et sous ce projecteur terrifiant, que vaut la parole de l'intellectuel ? À rien, elle est du vent. Et quel besoin de maître à penser l'impensable ? Aucun. C'est de maître de volonté que nous avons besoin.
Attendons leur venue, mais telle est l'angoisse. Une volonté, ça se fond dans le bronze, et je n'aperçois, encombrant les ateliers de nos démocraties, que des gâcheurs de plâtre en train de siffler l'air des droits de l'homme et de mouler des masques de carnaval. Cette définition, c'est inouï, parce que 30 ans après, on y est encore plus. Oui. Et vous savez comment il commence le livre ? Parce que, à cause d'un rasoir Bic. Oui. Et c'est ça qui est formidable avec Janco. Oui. On voit là tout l'art de Janco. C'est-à-dire qu'il a à la main un rasoir Bic jetable. Oui. Et ce sont les premiers rasoirs jetables. Oui, un rasoir Bic. Et en fait, depuis quelques mois, il se rase avec ce rasoir Bic jetable, et puis après il le jette. Et il en éprouve du remords. Parce qu'un paysan ne jette rien. Voilà, exactement. Parce qu'il en éprouve du remords, parce qu'il se souvient d'une conversation avec son père, Étienne, qui lui a dit... qui lui disait qu'il avait un rasoir qui avait fait la guerre 14 avec lui. Oui. Et en réalité, à partir de cette image-là, du rasoir jetable, il va arriver à la conclusion que vous venez de lire, et je trouve que c'est tout. Je répète encore, c'est l'art, c'est là où Janco journaliste finalement. C'est peut-être là qu'il a été aussi le meilleur. C'est un peu comme Vialat. Vialat a donné ses chroniques. Ses plus belles... tout son art s'est déployé dans ses chroniques. Il les a données à la montagne. Eh bien, on pourrait dire aussi la même chose pour Janco et Paris Match. C'est-à-dire qu'il y a d'abord l'image, la description... que tout le monde peut partager. Paris Match, à l'époque, était vendu à plus d'1 million d'exemplaires. Tout le monde pouvait faire sien de ce moment de vie. Et à partir de là, il déroulait le fil jusqu'à la conclusion que vous avez citée. C'est sa force, en fait. Et voilà sa conclusion. Quand Bic et Cricket mènent la danse, rien ne va plus. Tout est jetable et tout devient léger. Les sentiments, les punitions, les habitations, les religions. C'est ce qu'on appelle l'éloge du lourd. Oui. Il réclame du lourd dans la pensée, du lourd dans les sentiments, j'imagine aussi du lourd. C'est très étonnant. Oui, tout à fait. Très intelligent. C'est très, très intelligent. Alors, cette notion de décadence, quand est-ce qu'il la perçoit ? Quand est-ce que très vite ? Alors, Janco, à côté de cette veine sur l'enfance, on en a parlé, qui est disponible chez Gallimard, il va, au cours des années 70, écrire un certain nombre de traités de morale, d'esthétique. C'est L'agonie de la vieille, Les écuries de l'Occident, Le chevalier, la mort et le diable, peut-être une quinzaine, dont le discours de la décadence, qui est en réalité qui est la suite finalement du chevalier, la mort et le diable. Et donc ces traités d'esthétique en fait. Dans ces traités d'esthétique, il va aborder les causes de la décadence. Et c'est là quand on le lit, le discours de la décadence est paru en 77. Quand on le lit aujourd'hui, 50 ans plus tard, on est frappé par l'actualité du propos. Du propos. Pourquoi ? Parce que en réalité, Janco fait du Janco, c'est-à-dire qu'il part de ce thème-là, à qui devons-nous notre décadence ? Et il aborde et conclut sur ce qui sera, vous imaginez, on est en 77, et sa conclusion, c'est de dire que la décadence vient des États-Unis, du démos américain, et que l'espoir
et que, enfin, l'espoir, en tout cas pour l'Europe, est à placer à Moscou. Nous sommes en 77. Oui, oui. 77, on est au cœur de la guerre froide. Bien sûr. On est, je veux dire, les positions sont très tranchées. Le mur de l'Est est toujours là. Exactement. La droite est très anti-communiste. Lui-même l'est. Hein. Il ne faut pas faire un procès il écrit, il le dit, il est anticommuniste. Et pourtant, il y a ça. Ça, c'est l'intuition du poète. C'est l'intuition, c'est la fulgurance du poète. Et c'est ce qui, 50 ans plus tard, quand on le lit, est encore... brille, quoi, je trouve. Oui, vous avez raison. Il faut parler du rêve. On en a parlé tout à l'heure. Jean Co adorait la poésie. Tout à fait. Et c'est pas anodin. Non, c'est pas anodin. Il avait on peut le dire, un profond mépris pour déjà les romanciers contemporains. Ça, c'est voilà. Il était il pensait, il l'a écrit dans Composition française. Dans Composition française, il a écrit qu'on ne pouvait plus écrire de littérature romancière, être un écrivain romançant, et on voit tout le mépris qu'il oui. Depuis l'invention de la télévision, du cinéma, et donc il faisait l'éloge du style en réalité. Et le style, il ne le trouvait, entre guillemets, que chez les poètes. D'où son amitié avec Jean Genet, son indulgence avec Aragon. Et c'était ça qui le remuait et qui le... il opposait les poètes aux intellectuels. Les intellectuels, c'était pour lui. Pour lui, une... Or, qu'ai-je vu à fréquenter l'intelligentsia? J'ai vu un bac d'anguilles, glissades, nœuds noués et défaits, rampements, grouillements, couardise, complicité, haine, léchage, jalousie, ratage, mime. Ce petit monde n'est point noble et je serais fort fâché d'être traité d'intellectuel. Oui, exactement. C'est un joli portrait. Oui. Il faut lire pour toute personne qui s'intéresse, au monde, à l'existentialisme, au monde intellectuel des années 40 à 60, après-guerre jusqu'aux années 60, sur la gauche intellectuelle, l'ivresse des intellectuels. Mais il n'y a pas que jusqu'aux années 60, on est dedans encore. Non, oui, mais là, lui, il a décrit ça. Voilà. Oui, bien sûr. Il l'a décrit parce que c'était son temps. Mais ce qui est tragique, c'est que quand on le lit, on a l'impression que rien n'a changé. Oui, que rien n'a changé, vous avez raison. C'est tout l'intérêt du livre, c'est que c'est pas un livre sur le passé, éloigné, effacé, plus rien, tout a changé. Non, on y est encore, avec la propagande, avec... Tout à fait, voilà. Vous avez raison. Il est, et c'est ce que je trouve, c'est un inventeur d'images exceptionnel. C'est une fois qu'il a... Oui, il est poète dans son style. Oui, voilà, exactement. Vous savez, quand il est mort, alors il est mort le 18 juin, comme son héros, 18 juin 1993, Pierre Bénichou, dans le Nouvel Obs, a sans doute fait la plus belle nécrologie qui ait jamais paru, qui ait jamais paru à son propos, parce qu'il le connaissait, puisque Jean Co a commencé là, hein. Il a commencé au Temps moderne, au France Observateur, puis le Nouvel Observateur. Il a commencé dans cette gauche-là. Et Pierre Bénichou écrit que on l'a tellement aimé que on n'a pu que le détester ensuite quand il nous a quittés. C'est parce qu'il nous a quittés qu'on l'a détesté, mais c'est parce qu'on l'aimait tellement. Et pourquoi ? Parce que il y aurait là une histoire à écrire sur l'importance de Jean Co dans les années 50
dans le succès de journaux comme l'Express, le Nouvel Obs. Janco a écrit des dizaines, des centaines d'articles qui ont marqué l'époque. Oui, mais il est mort trop tôt pour pour continuer à faire son œuvre. Et après, tout à fait. Après, il est allé... la bêtise, elle revient au galop. Oui, exactement. Il faudrait des Janco tous les matins. Mais alors, il y a aussi donc le lourd, la décadence d'aujourd'hui. Alors, sa définition de la décadence est inouïe. J'arrive plus à retrouver la définition de la décadence. Mais je vais la retrouver. C'est quand même très, très fort, son texte aussi. Qu'est-ce qui fait qu'un peuple est en décadence pour lui? C'est la mainmise du démos, le démos devenu fou. Janco a été traumatisé par c'est mon interprétation, par la 4e République. C'est-à-dire que par les jeux, les combines, le monde dans lequel excellait Mitterrand. Oui, il faut dire qu'il y a de quoi désespérer un jeune homme. Oui, exactement. Et donc, le système politique de l'époque le désespérait. C'est la raison pour laquelle il a été aussi gaulliste. C'est que il a vu en De Gaulle quelqu'un qui arrivait à maîtriser ce que lui appelle le démos, c'est-à-dire à maîtriser à la fois le jeu politique, le jeu démocratique. Et puis c'était un être de volonté. Voilà, exactement. Pas toujours porté vers le bien commun, oui, mais un être de volonté. Un être de volonté, et c'est pour lui la chose la plus importante, c'était la maîtrise du jeu du démos, de la démocratie. Oui. C'est qu'il y ait quelque chose de supérieur. Oui, c'est sûr. Voilà, j'ai retrouvé le texte sur la décadence qui est très très intéressant et je vais vous lire, chers amis de TV Liberté. Mes contemporains m'ont dessiné un visage de Cassandre furieux qui sème çà et là le désordre pétaradant de ses colères. Ce portrait les arrange et les cale plus fermement sur l'oreille de leur sommeil. Une mouche qui vrombit, c'est moi, on la chasse. J'ai peut-être quelques talents, on ne sait jamais, mais je ne suis guère sérieux. Ni philosophe, ni historien, ni économiste, ni psychiatre, ni sociologue, ni en un mot, professeur. Voilà le premier péché. Je ne suis pas professeur et notre siècle n'aime pas cela. Cette non-qualité mienne, c'est merveilleux de se foutre de tout le monde comme ça, de tous ceux qui croient qu'ils sont professeurs. Cette non-qualité mienne n'arrange pas mes affaires. Mon écriture les aggrave. En effet, je ne ponds pas de livres tout lisses et tout ronds sur la paille disposés dans le panier des critiques. Mes pamphlets, mes essais ont une allure assez informe et les idées y sont jetées plutôt que disposées. Tout à fait. On ne sait jamais où elles se trouvent et qui veut en faire son profit ne doit pas compter sur moi pour lui faciliter la tâche et lui servir de guide. On ne sait jamais où elles se trouvent et qui veut en faire son profit ne doit pas compter sur moi. Dans ma forêt, qu'il se débrouille. Il m'arrive souvent de ne pas découler un raisonnement, de ne pas conduire une analyse, mais de sauter à des conclusions sans avoir pris la peine besogneuse de démontrer. J'écris urgent. J'écris pourquoi ? Parce que mon époque ne me ressemble pas. Si elle était plus digne et plus noble, je la vivrais sans la nécessité de la marquer à l'épaule de mon encre. Mais au fil des années, je me suis aperçu d'abord, ce fut de l'étonnement, puis du dégoût, enfin une révolte, que la quasi-unanimité de mes confrères ne tenait un stylo que pour mentir nos tristes temps et leur pauvre vie. Cette initiation en moi fit son voyage avant de m'éclairer tout entier, et cette question de plein fouet me frappa. Sont-ils aveugles ou imbéciles ? Les deux, en un mot. Ils sont vaincus. Je ne serai pas des leurs. Toute défaite irrite le meilleur de moi-même. Toute blessure me pousse au combat.
Et si je découvre une cave, j'aime y jeter ma torche. Cette cave où nous grouillons, je connais son nom, il est Décadence. C'est quand même inouï. Oui. Et ces mots sont très forts et ils nous révèlent aussi Jean Cau. Effectivement, il faut se débrouiller avec la forêt. C'est un auteur qui jette des fulgurances. Et donc, quand il dit débrouillez-vous, c'est tout à fait juste. Parce qu'en réalité, il faudrait rééditer. Là, on a réédité 2 livres. Mais en réalité, ce qu'il faudrait faire, c'est rééditer les 15 traités de morale, oui. Presque les. Comment dire, pour un. Quasiment les recomposer. Parce que c'est une forêt. Quand il parle de forêt, c'est tout à fait vrai, c'est tout à fait juste. Mais si ça marche, vous allez pouvoir continuer à exactement, c'est tout le... Oui, tout à fait. Alors j'ai envie de vous citer des petits morceaux de phrases pour réjouir nos téléspectateurs, comme ces phrases m'ont réjoui. Alors, c'est pas un désespéré. Il écrit « Le désespoir, cette fatigue ». Il s'interdit le désespoir. Tout à fait. Faire de la peine, faire plaisir, faire l'amour, tout est travail. Ça aussi, très contemporain. Chaque époque possède son stock d'opinions indicibles. Elle varie, mais le stock est toujours de la même importance. Toujours. Sauf qu'aujourd'hui, l'Inquisition s'appelle média et qu'un intellectuel, voire un savant, n'est pas plus libre de proposer que soient discutées certaines idées que ne l'était Galilée d'avancer que la Terre était ronde sans voir se lever au-dessus de sa tête les poignards de la haine. Ah mais on comprend. Là, on pourrait passer des heures à cet exercice-là. Et on comprend pourquoi Fabrice Lucchini pioche chez Jean Cau pour faire ces spectacles. Parce que, je veux dire, je trouve l'exercice tout à fait intéressant, enfin vraiment réjouissant, parce que on voit là tout ce qu'exprime Jean Cau. C'est formidable de faire ça. C'est le meilleur hommage qu'on puisse lui rendre. De morale, je n'en vois pas d'autre que celle de l'allure, mais jusqu'au bout tenue. Ça, c'est le rapproche de Brasiliac. Oui, tout à fait. L'important, c'est l'allure. Je ne me battrai pas avec vous parce que vous êtes trop bête, mais parce que vous êtes trop sale. L'art, étant aristocratique, aura nécessairement le cou coupé. Quand on pense à toutes les horreurs qui sont célébrées aujourd'hui, il faut penser à Jean Cau. Volte-face, oui, mais face toujours. Toujours la morale de l'affrontement. Oui, tout à fait. Et puis celle-là qui est très... Il aimait les femmes. Aucune femme n'a jamais songé à édifier un système philosophique parce qu'elles enfantent et produisent cette vie que les hommes s'étonnent de vivre. C'est très... Ah oui, et les peuples qui font le plus d'enfants sont ceux qui ne connaissent pas les allocations familiales. Oui, c'est... Et terminons sur celle-là que j'aime beaucoup quand même. Devise de la démocratie, trop tard. Ouais. C'est redoutable. C'est redoutable. Et puis son humour. Comme venait d'être votée la suppression de la peine de mort, éclata une guerre nucléaire qui fit 400 millions de victimes et au cours de laquelle criminels et avocats ne furent même pas épargnés. Là, il parle de la dernière guerre. Oui, oui. On comprend pourquoi, on comprend pourquoi il a travaillé aussi longtemps à Paris Match, pendant 30 ans. Il s'adressait comme ça à plus d'1 million de lecteurs par semaine, avec ses mots, ces mots très forts. Moi, j'ai pu le découvrir un jour
une découverte en le lisant. En fait, le premier article que j'ai pu lire de lui, c'est un article sur Mireille d'Arc. Pas passionnant, Mireille d'Arc, a priori. Et bien pourtant, ça a été une révélation, puisque en réalité, il pose... donc c'est une interview, sauf que Mireille d'Arc venait de se faire opérer du cœur. Et qu'a-t-il fait ? Il a posé sa tête sur la poitrine de Mireille d'Arc et il a commencé son article en faisant boum, 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 boum. C'est-à-dire les battements de cœur de Mireille d'Arc. Et puis, en réalité, c'était pas une interview, c'était, toute une évocation du fait qu'on changeait qu'on mettait un cœur artificiel à Mireille d'Arc. Et Mireille d'Arc se prêtait au jeu, c'est assez intéressant. C'est pour ça que je disais que, sans doute, une partie du meilleur de Jean Cau se trouve dans ses articles de presse. C'est ça qu'il faut éditer. Parce que les autres livres, les écuries, tout ça, c'est des livres qu'on peut trouver. On les trouve d'occasion, on les trouve dans les boîtes de lecture. Même partout. si il y en a certains, ils sont. Oui, je trouve que, à part Croquis de mémoire, qui est édité à la table ronde dans le livre de poche, les autres sont pas. Il y a rien n'est édité. On les trouve pas. Rien n'est édité. Ils sont épuisés. Ils sont épuisés. Oui, donc il y a un travail. Il y a un énorme travail. Il y a un travail d'inédit. Bien sûr. Ces articles qui n'ont jamais fait l'objet de livres. Exactement. Mais ça, vous avez raison. C'est ça qu'il faut éditer. Et il y a vous voyez, on a parlé de l'enfance, on a parlé des traités de morale, d'esthétique. Il faudrait aussi évoquer le Jean Cau amoureux des taureaux, qui a écrit beaucoup sur la tauromachie, qui est aussi un autre continent à découvrir. Là aussi, il a commencé en suivant. Il a commencé en suivant une équipe, Jaime Hostos, qui était un torero des années 50, en faisant un reportage. Il l'a suivi pendant un an. Et ça a donné Les Oreilles et la Queue, qui est le plus beau reportage au sein d'une quadrilla qui est fabuleux. Voilà. Et ensuite, il y a eu La Folie Corrida, il y a eu des ouvrages un peu plus descriptifs, théoriques sur la corrida. Mais vous voyez, il y a aussi plusieurs Jean Cau. Il y a le Jean Cau parolier, qui est très peu connu. Il a écrit plein de chansons. Ah oui ? Oui. Il a été dans les années... Le parolier de qui, alors ? Il a été le parolier de... En fait, c'était un personnage, dans les années 50, c'était un personnage assez central dans le Paris existentialiste au tabou, dans il a écrit des paroles de Régine, par exemple. Les chansons de Régine, c'est lui. Il a aussi été... il a fait énormément de pièces de théâtre. C'est là qu'il a rencontré d'ailleurs Delon. C'est là. Et puis il a écrit des scénarios. Il faut dire qu'il a le tel sens de la formule que c'est normal qu'il fasse des scénarios, et des chansons. Tout à fait. Il a quand même mis dans la bouche fait une interview en alexandrin de Delon, de Alain Delon et Jean-Paul Belmondo. Qui se répondent en alexandrin. Ça doit être magique, ça. Ça, c'était très. Ça doit être magique. Donc, il est dans ce monde. Il est pleinement dans ce monde. Et il a poursuivi plusieurs carrières, finalement. Et il était tellement brillant qu'il pouvait toucher à tout. Plusieurs cordes à son arc. Il pouvait toucher à tout. Mais le sens de la formule de cet homme, moi, je reste pantois. La démocratie consiste à déclarer qu'on va bander ses muscles, mais qu'il est détestable d'en avoir. On y est tous les matins. Tous les matins. Et hors la loi, bientôt le seul refuge, puisque c'est sous la protection de la loi que nous sommes roués de coups.
C'est parfait, ça aussi. C'est très actuel. Laïcisé, c'est-à-dire devenu démocrate, le judéo-christianisme ne sait pas qu'il dévore gloutonnement le corps de l'Occident et que son appétit est d'autant plus dévorant qu'il se repaît d'un cadavre. Ça, c'est tragique aussi, cette phrase. C'est peut-être Peut-être faudrait-il que vous lanciez comme Fabrice Lucchini, oui. Vous faites une sélection des plus belles phrases. Mais moi, je fais ce que fait Fabrice Lucchini depuis 40 ans, parce que dans mes émissions de radio, j'ai toujours lu les pages des écrivains que je citais, parce que d'abord, j'ai été extrêmement instruite par un professeur qui s'appelait Madame Laffiché, Mademoiselle Laffiché, qui voulait faire du théâtre et qui n'avait pas pu en faire et qui m'a enseigné de la 3e à la première, même plutôt 4e déjà, 4e, 3e, première. Et elle commençait tous ses cours par la lecture d'un texte. Et donc, comme elle se prenait pour une comédienne, à l'époque, il y avait encore des estrades. Elle était montée sur l'estrade et elle nous crachait le texte qu'elle allait étudier. Ce qui était prodigieusement intelligent, parce qu'on avait déjà compris presque la moitié du texte, parce que ces phrases résonnaient dans les oreilles. C'était un exercice d'attention immense. Si on faisait tomber un crayon, elle s'interrompait, elle disait « Vous êtes des sottes, nous allons faire de la grammaire ». Donc, un essai de concentration fantastique. Et donc, j'ai gardé cette habitude de dire les textes, parce qu'en plus de ça, si vous voulez, c'est comme si j'étais une marchande de tissus. Quand vous dites le texte, vous touchez du doigt le style de l'homme. Ah bah bien sûr. Et c'est la meilleure des publicités pour un écrivain, et un écrivain comme notre Janco, encore une fois, superbe. Et peut-être encore une citation. Histoire, conte d'un peuple. Raconte-moi une histoire, dit l'enfant. Raconte-moi mon histoire, dit un peuple. Oui. C'est d'une vérité fabuleuse. Tout à fait. C'est le résistant au mensonge, c'est le résistant à la propagande, c'est le résistant à beaucoup de choses. Oui, quand il est je disais quand il est mort en 93, je disais qu'il y avait une très belle nécrologie de Pierre Bénichou. Il y en avait une deuxième avec peut-être un peu moins de style, mais qui rappelait ce que vous venez de dire, qui est Jérôme Garcin, qui disait qui avait, bien sûr, c'était peut-être un peu plus facile, mais quand même de l'Hidalgo en Janco, dans sa posture, oui. Il avait des grosses mâchoires parce qu'il serrait les dents. On est déjà un peu en Espagne. Voilà, oui, Abraham. Tout à fait. Oui, Abraham, on est déjà en Espagne. La frontière n'est pas loin. Il n'est pas loin. Il serrait les dents, ce qui fait qu'il avait de grosses mâchoires. Il faisait peur. Jérôme Garcin parlait sûrement de lui. Il faisait peur boulevard à Saint-Germain parce que il avait une allure. Il faisait peur. Il n'y a qu'à voir la photo que j'ai choisie pour illustrer l'émission. C'est un visage d'une volonté. Tout à fait. On dirait une sculpture d'Arnaud Brecker. Oui, exactement. Je vais terminer sur cette citation. « Nous sommes gouvernés par des prêtres, puisque tous croient au socialisme à des degrés divers. Quant aux Américains, dont le rêve est d'américaniser l'humanité, leur socialisme a nom mondialisme. » Pour 2023, c'est pas mal vu. C'est pas mal vu. Écrit en 77. Écrit en 77. Non, merci beaucoup d'avoir réédité ce beau texte de contre-attaque. Il y a une très belle préface, encore une fois, de votre part. Pascal Esséric, et puis une postface d'Alain de Benoît qui avait déjà préfacé une édition précédente chez Labyrinthe. Il fallait que
cette préface à cette époque-là et cette postface ici deviennent postface parce qu'elle explique les circonstances dans lesquelles le texte dans les circonstances dans lesquelles Jean Cau a donné ce texte. Et c'est intéressant de voir, encore une fois, la méthode de travail de Jean Cau. Il donne les textes et puis il s'en désintéresse. Enfin, une fois qu'il a donné, qu'il a écrit, voilà, c'est ce qui explique Alain de Benoist. Mais il a travaillé d'arrache-pied. Tout le temps. Il a laissé des tomes et des tomes de textes. Ouais, c'est exactement. Vraiment, c'est pour ça qu'il faut. Ça vaudrait le coup d'en faire d'en faire une récension sans tout éditer, mais d'en faire une recension pour voir le nombre de tomes. J'ai l'impression que c'est considérable. Tout à fait. C'est balsacien. Oui. C'est balsacien. Avec très peu de romans, des nouvelles, des reportages, quelques romans. Oui, mais ces reportages étaient comme des romans. Oui, tout à fait. C'était la réalité, le héros du roman. Donc, contre-attaque, suivi du discours de la décadence, préface de Pascal Esséric, postface d'Alain de Benoist, Jean Cau, aux éditions La Nouvelle Librairie. Merci beaucoup. Merci à vous. De cette venue à TV Liberté. Je rappelle que j'ai publié sur mon blog annebrassier.fr la liste des meilleurs livres parmi lesquels vous pouvez choisir des bons livres pour cet été. Et je vous souhaite un très bel été. À vous aussi, Pascal Esséric. Merci à vous. Merci beaucoup. Sans plus tarder, au nom de toutes les équipes de TVL, un formidable merci. Au moment où je vous parle, nous n'avons pas totalement bouclé notre budget, mais le plus dur est dorénavant derrière nous. Cependant, au cours de ce mois, nous avons pris toute une série de mesures visant à une plus stricte maîtrise des dépenses. Se serrer la ceinture sans toucher à l'essentiel, le développement des programmes de TV Liberté et la politique d'investissement dans cet outil devenu, et c'est un exemple parmi d'autres, une formidable école de journalisme professionnel en action. Ceci étant dit, votre mobilisation est remarquable. D'autant plus que la situation économique des Français se dégrade encore. Nous payons. Retraite, nous payons. Conflit en Ukraine, nous payons. Émeutes barbares, nous payons. J'arrête là la trop longue liste. Je profite aussi de ces remerciements pour répondre rapidement à une question qui revient souvent. Pourquoi faire ces appels aux dons qui peuvent lasser certains téléspectateurs et qui donnent aussi des sueurs froides aux journalistes et techniciens de TVL dans l'attente des résultats? La réponse, elle est toute simple. Le financement participatif est le gage de notre indépendance. Le don direct de nos téléspectateurs nous protège des banques et des lobbies, d'un propriétaire milliardaire qui fait pression sur les rédactions, on en connaît, de l'argent de l'État qui sert à sauvegarder les intérêts de l'extrême centre et imposer l'idéologie de l'extrême gauche, ces deux-là s'entendent comme larrons en foire. Nos campagnes de dons permettent aussi de proposer les programmes de TVL gratuitement et sans passer sous les fourches codines des annonceurs et de leur publicité woke. Le don des téléspectateurs constitue donc un système vertueux qui garantit la liberté. C'est ce système qui permet à TVL de devenir votre chaîne généraliste de proximité, menant un travail, un engagement de service public contre les mensonges politiques et les hystéries de la caste médiatique. TVL prouve chaque jour que le combat contre ces entités n'est pas une mission impossible. Merci à vous. À notre communauté de donateurs que je vous invite évidemment à rejoindre. Bon été sur TV Liberté.